Bonsoir, merci d'être avec nous à nouveau pour cette soirée, cette conférence. C'est notre 21e conférence, hein, Biotech Finance en partenariat avec France Biotech. Je vais y arriver. Comme d'accoutumé, nous sommes là pour un moment d'échange et qui promet d'être riche, hein, pour nous enrichir du savoir des uns et des autres. Et ce soir, j'ai vraiment le plaisir d'accueillir avec nous Alain Lostis, qui va nous faire voyager au cœur de l'esprit même des investisseurs et dont j'ai dit à plusieurs reprises qu'il était l'homme qui savait murmurer à l'oreille des investisseurs. Ça vous rappelle le titre d'un film, sans doute, mais je pense que c'est exactement ça. Avant de lui céder la parole, j'aimerais vous lire un petit texte qu'on avait écrit. C'est un portrait, notre francophone de la semaine, qui était paru en 2018, juste au moment où il avait participé à l'opération Ennio Pharma. Donc, notre francophone, Alain Lostis, ne prend que 2 à 3 dossiers par an. Ça, il faut le savoir. Ne cherchez donc pas son nom dans les communiqués de presse qui rythment les belles levées de fonds des biotech françaises. Il n'y figure généralement pas. Pourtant, depuis 15 ans, il est à la manœuvre derrière quelques-unes des plus belles opérations françaises. Certaines sont présentées sur son site internet. Toutes les stars du moment y figurent. Les plus récentes, c'était en 2018, c'était Ennio Pharma, évidemment, avec un tour de série B de 40 millions d'euros. Et ça restera sans doute comme l'une des plus belles opérations et des moments forts de 2018. Il a réussi à faire venir, et réussir à faire venir des VC, des venture capitalistes américains de la taille d'Orbimed en France. C'est pas à la portée du premier venu. Créer l'alchimie avec Andera Partners, BPI France Large Venture, et les investisseurs historiques que sont Sophie Nova, Morningside, Inobio et Nissan Transfer Initiative. Cela attestait également d'une expertise de haut vol qu'a Alain Lostis. Dans le paysage français, il est bien seul et donc prisé. D'aucuns aimeraient le voir sur de multiples dossiers, mais rentabilité oblige, il se concentre sur des opérations qui vont de 10 millions d'euros à 40 millions d'euros en levée de fonds et intervient aussi sur des IPO et des fusions-acquisitions. Il se définit lui-même comme un artisan, mais pas un magicien, évidemment. Il s'acculture habilement à l'entreprise qui l'accompagne et construit un dossier solide, devient l'alter ego du dirigeant. Et c'est le cas du détail clé qui va faire basculer très favorablement l'opération. Ce qui s'est passé avec Jackie Von der Sche notamment. Ils étaient tous les deux à New York. Un petit coup de fil d'Alain Lostis à Jackie Von der Sche lui disant « Tu devrais faire un tour chez Orbimed ». Et l'opération s'est faite avec Orbimed. Le patron d'Ennio n'a pas hésité une seconde, comme on le sait, puisque la spirale positive était enclenchée. Le temps des opérations pour Alain Lostis, c'est 6 à 9 mois. Quand la climatologie, et on va parler de cette climatologie justement aujourd'hui, est favorable et n'interfère pas dans le rythme des réunions. Et les aléas de la fortune ne le perturbent pas, plus que cela, car le chemin est tracé en vue du succès. Après avoir bouclé le dossier Ennio, il est parti sur d'autres opérations. On l'a vu notamment tout récemment, en fait, c'est pas si vieux que ça, sur Alizé Pharma 3. Alain, c'est à vous. Maintenant, la présentation est faite. Tout le monde connaît le périmètre de vos actions et je crois que vous nous avez préparé Très bien. une très, très belle soirée. Merci. Oui, merci. Comme je suis un petit peu feignant, je vais vous présenter quelques dias, en fait, qui sont tirés d'une vieille série de dias que j'avais fait il y a très longtemps pour des formations sur la levée de fonds. Donc, je vais un peu utiliser ça pour rendre ça un peu moins tristouné. Donc, je ne sais pas si vous voyez l'écran, il faut que vous le mettiez en plein écran. Voilà, vous devez le voir. Bon, là, en gros, mon parcours, et là, c'est une intro, je ne vais pas vous dire mon parcours, ce n'est pas ce qui est intéressant, et Jacques Bernard en a dit déjà trop. Mais en gros, j'ai travaillé dans l'industrie pendant 11 ans, puis ensuite, j'ai monté une boîte aux Pays-Bas dans la technologie médicale, mais peu importe. Et là, j'ai découvert le monde du capital risque. Alors que j'avais fait des fusions-acquisitions, je savais faire des deals, etc., je suis tombé dans un monde que je ne comprenais pas très bien, honnêtement. Et puis après, de fil en aiguille, quand cette activité s'est arrêtée, j'ai continué à reprendre
ma passion pour la biologie, l'innovation et la finance en accompagnant des sociétés, comme l'a dit Jacques Bernard. Et depuis, je considère que mon métier, c'est vraiment de faire converger les dirigeants, les anciens actionnaires, les nouveaux actionnaires, qui n'ont pas forcément les mêmes vues sur un dossier, qui n'ont pas forcément les mêmes desiderata, les mêmes ambitions, les mêmes contraintes. Essayer de trouver la bonne alchimie entre eux et de s'assurer, notamment quand un nouvel investisseur regarde un dossier, qu'on ne le trompe pas sur ce qu'il va y trouver, parce que ça va être un parcours quand même toujours un peu compliqué. Hein. On sait bien que les sociétés de biotechnologie sont des sociétés qui ont ça n'est pas un long fleuve tranquille. Alors maintenant, on va parler des fonds d'investissement. Hein, ça va être un peu le sujet central. Alors on va partir très en amont. D'abord, les fonds d'investissement eux-mêmes lèvent des fonds auprès de gens qui sont des gestionnaires d'actifs, hein, qui font de l'asset management. Et juste pour vous donner une idée, là, j'ai pris deux gros gestionnaires d'actifs qui sont le fonds de pension des fonctionnaires californiens et le fonds des profs de l'Ontario. Hein, donc, c'est des gens qui gèrent des énormes sommes, hein, presque 400 milliards de dollars et là 200 milliards de dollars canadiens. Et vous voyez qu'ils investissent dans des actions avec des pourcentages très différents. Ils investissent ensuite dans ça, c'est les actions cotées. Ça, c'est les actions non cotées, dans ce qu'on appelle le private equity. On va y revenir un peu plus dans le détail. Ensuite, ils investissent dans de la dette, donc des obligations, des choses comme ça. Ils investissent dans ce qu'ils appellent le real assets, donc c'est de l'immobilier, de l'infrastructure, des ports, des voies ferroviaires, des aéroports, des choses comme ça. Et puis après, il y a du other, donc les catégories ne sont pas forcément les mêmes, mais vous voyez donc qu'ils ont une tranche assez importante, mais qui n'est quand même pas fondamentale hein, pour eux, qui est donc tout ce qu'on appelle private equity. Et alors cet investissement, ils le font en direct dans les fonds, et on va voir après la mécanique de comment ça fonctionne, ou ils le font de façon indirecte avec des fonds de fonds. Et donc, concrètement, ça veut dire qu'ils vont participer et ils vont s'engager à investir une certaine somme. Donc, mettons que quand CalPERS décide de mettre de l'argent dans un fonds de, je sais pas, je sais pas, Apax Partner, par exemple, qui est un fonds de LBO, il va dire, je m'engage à mettre, je sais pas, 100 millions. Et ça va être un engagement, c'est-à-dire qu'il va y avoir un engagement que ces 100 millions vont être investis dans un fonds qui va faire, mettons, 1 milliard ou 2 milliards. Et c'est un engagement de 10 ans, hein, donc c'est très, très long. Il n'y a pas de liquidité. Si tout d'un coup, il dit, je change de stratégie, j'en ai un petit peu marre, j'ai envie de réallouer, de changer ma stratégie et je veux récupérer mon argent ou le revendre à quelqu'un d'autre, ça ne se revend pas. Hein. Une ligne d'investissement dans un fonds de private equity, ça ne se revend pas. Du coup, il s'attend, et on le comprend, hein, à avoir un retour sur investissement supérieur à ce qu'ils pourraient avoir sur les autres catégories d'actifs qui sont plus liquides quand ils investissent dans une société cotée, dans du Michelin, du General Electric ou dans Alphabet, Google ou Apple, il peut revendre son action assez facilement. Hein. Donc voilà. Donc ça, c'est un petit peu la big picture. Et on va voir, c'est ces gens-là qui investissent dans les fonds d'investissement, là encore, directement ou indirectement via les fonds de fonds. Hein. Mais la façon dont fonctionnent ces fonds de private equity, je vais vous donner les règles générales. Après, il y a des exceptions. Il y a même un dans la salle, là. Philippe Fontaine de Fun Plus, qui est une exception. Mais voilà. Donc, un fonds de private equity, il y a ce qu'on appelle les investisseurs, c'est les limited partners, qui donc s'engagent à mettre de l'argent au fil de l'eau. Hein, et l'argent est appelé au fil des investissements que vont faire ce fonds. Donc là, j'ai appelé ce fonds Private Equity Fund 4. Donc c'est un nouveau fonds qui est constitué à un certain moment, mettons de 200 000. Et donc les LPs, les limited partners, sont les investisseurs qui ont pris cet engagement. Hein, donc qui sont eux-mêmes donc des fonds de fonds ou des gestionnaires d'actifs. Ça peut être aussi des family office, etc. Il y a une typologie assez large, hein, mais c'est des gens qui ont quand même des gros moyens, qui ont des horizons de temps, et dans leur stratégie d'investissement, ça correspond à un compartiment. Et donc un fonds, on a dit, ça durait 10 ans.
hein. Donc, c'est une entité juridique qui a une durée de vie de 10 ans. Il est prévu qu'elle soit dissoute au bout de 10 ans et l'argent sera rendu aux investisseurs. Et donc, dans un fonds, il y a une période d'investissement et il y a une période de désinvestissement. Alors, c'est pas toujours la même chose, mais c'est en général à peu près 3 à 4 ans qui est la période d'investissement, c'est-à-dire que ce fonds-là, Private Equity Fund 4, va constituer un portefeuille de 10 à 15 sociétés. Donc, ils vont faire l'investissement initial dans ces sociétés-là. Et ensuite, évidemment, au fil de l'eau, ces sociétés vont avoir besoin de tours de table supplémentaires au fil de leur développement. Et donc, ils gardent une réserve. Les fonds d'investissement vont garder une réserve pour pouvoir participer aux tours de table successifs de la même société dans laquelle ils ont investi lors de cette période d'investissement. Donc, une fois que cette période d'investissement est finie, le fonds est dans sa période de désinvestissement. C'est-à-dire qu'on continue à refinancer ce portefeuille de 10-15 sociétés avec les réserves on cherche des sorties et donc on cherche une façon de rendre l'argent aux investisseurs. Et techniquement, cet argent est rendu au fil de l'eau. C'est-à-dire que je ne sais pas si jamais là j'ai investi dans une société au tout début de la période d'investissement et que là en année 4 ou 5, cette société est vendue, et ben je rends l'argent à mes investisseurs, les fameux LPs. D'accord. Donc voilà à peu près comment ça fonctionne. Donc vous voyez que déjà, je pense que compte tenu des cycles des biotech, 10 ans, c'est très court, hein. C'est très très court. Et donc, on comprend peut-être mieux la nervosité que peuvent avoir les fonds de capital risque quand ils investissent. Si jamais vous faites partie des gens dans lesquels ils ont investi à la fin de leur fonds, là, il n'y a plus que 7 ans. Donc, 7 ans, c'est très rapide quand vous voyez les développements nécessaires. D'accord. Une autre chose importante, c'est que, mais à la limite, on va le voir plus tard. Ouais, on va le voir dans le slide d'après. Voilà. Donc voilà. Alors la façon dont ça fonctionne là aussi, un peu juridiquement, si vous voulez, c'est donc vous avez des entités juridiques qui ont constitué le fonds, là, le fonds 4, et puis vous avez les fonds précédents qui sont en période de désinvestissement. Donc vous avez le fonds 3, le fonds 2, le fonds 1, sur lequel il y a des suivis d'investissement, mais comme les actionnaires qui font partie de ces fonds-là ne sont pas les mêmes, il n'y a pas d'investissement croisé. Donc, c'est très important. Donc, il peut y avoir des exceptions, mais c'est très compliqué d'obtenir ces exceptions. Donc, en général, un fonds, donc le fonds 3, mettons si c'est le fonds 3 investi chez vous, le fonds 4 n'investit pas chez vous. Parce qu'il y a potentiellement un conflit d'intérêts entre les actionnaires du fonds 3 et les actionnaires du fonds 4. Donc, techniquement, ça, c'est une entité juridique qui va faire des appels de fonds et qui va rendre les fonds au fur et à mesure des sorties. Et puis, l'équipe d'investissement a des frais. Ils ont des salaires, ils ont des bureaux, ils ont des frais de fonctionnement. Et du coup, en fait, il y a ce qu'on appelle des management fees, des frais de gestion, je crois en français, qui sont à peu près 2% du montant du fonds, qui leur permettent de couvrir leurs frais de gestion. Pendant la période d'investissement. La période de désinvestissement, c'est un peu moins, mais enfin bon, peu importe, ça, c'est pas très important à comprendre. Donc voilà un petit peu la façon dont ça fonctionne. D'accord. Alors ensuite, ce qui est important, c'est que, et ça c'est tout la structure des fonds de private equity, c'est que les LPs, donc, qui sont les investisseurs, et les GPs, ce sont donc les partenaires de la société de gestion, ont des intérêts alignés. Et cet alignement se fait notamment par le carried interest. Le carried interest, concrètement, ça veut dire que sur le fonds, au fil de rendre l'argent aux investisseurs, 20% de la plus-value qui va être réalisée, elle va être partagée entre les general partners. Donc, c'est la carotte pour qu'ils s'assurent. Donc, mettons que moi, je sois investisseur, je sois, je sais pas, le front des fonctionnaires de Californie. Ce mécanisme permet de m'assurer qu'ils ne vont pas simplement essayer de vivre sur les frais de gestion et de ne pas vraiment avoir les bonnes personnes et de payer des bas salaires à des gens pas bons, les partenaires, mais au contraire d'avoir une bonne équipe pour faire du return et avoir des vraies plus-values.
hein. Et il faut comprendre que la plus-value, elle se fait sur l'ensemble du fonds, hein. Donc, il ne suffit pas de faire un bon coup sur une société et de faire des pertes sur les autres sociétés du portefeuille que j'ai constitué. Hein, donc ça, c'est quelque chose de très important. Et ça veut dire aussi, bon alors après, il y a un petit point, c'est qu'en général, c'est 20% des plus-values réalisées, mais c'est au-dessus d'un certain seuil. Hein, parce que moi, si je suis un gestionnaire, je vais dire, attendez, moi, je peux acheter les bons du trésor, je peux acheter des choses comme ça, des choses très peu risquées, beaucoup plus liquides. Donc, il faut vraiment que vous me donniez un return supérieur parce que c'est pas vraiment liquide, hein, ce que vous me proposez. Donc voilà. Euh, donc une chose qui est importante à comprendre aussi, c'est que compte tenu de toute cette mécanique et de la façon dont le carried interest est mutualisé entre les partenaires du fonds, en fait, ils vont prendre les décisions de façon collective. Donc quand vous allez voir, vous allez présenter votre dossier, vous allez voir en général un partenaire qui va s'occuper du dossier avec une équipe de gens plus juniors, mais les décisions vont être prises par le partnership et donc ça va être une décision collégiale. Donc ils sont 4, 5, 6 dans le fond et ils vont se challenger. Ils vont se challenger. Ils vont lui dire, tu es sûr que ce dossier-là, ça ne va pas tourner en autre boudin comme un autre dossier. Tu es sûr que la personne, elle est bonne. Tu es sûr que ceci, que cela, etc. Et ils se challengent, je dirais, de façon positive, hein, mais parce que c'est en partageant leur expérience. Et c'est des gens, vous le remarquerez, qui restent très longtemps ensemble, en général, les partenaires des fonds. Hein. C'est assez rare qu'il y ait des gros changements dans les partnerships. Voilà. Donc, les keys apprentissages, donc les décisions sont collectives, pas de co-investissement entre les fonds. Donc, les partenaires des fonds, ils gagnent de l'argent que s'ils en font gagner aux gens, ce qui est relativement sain. Notre petit détail, c'est qu'ils vont toujours vous proposer d'investir en tranches. Donc, si vous faites un tour de table de 40 millions, vous n'allez pas avoir les 40 millions sur votre compte en banque le lendemain, parce qu'en fait, eux, il faut qu'ils appellent l'argent. Hein. Concrètement, les 200 millions, ils n'arrivent pas le jour où ils ont constitué le fonds. Ils ont un engagement, tout le monde a un engagement avec des énormes pénalités s'ils ne le font pas, de, euh, de donner l'argent, etc. Enfin bon, bref, c'est un peu de la mécanique, mais il faut comprendre que du coup, il y aura des tranches sur des gros investissements. Et ensuite, vous comprenez bien que le timing de l'exit est un facteur super important pour le internal rate of return du fonds et donc la part de carried interest qu'ils vont avoir et donc la plus-value qu'ils font réaliser. Et donc, une société qui est vendue 5 fois sa mise au bout de 2 ans, c'est exceptionnel et c'est magique, mais vendu 5 fois sa mise au bout de 10 ans, c'est bien, mais vendu 5 fois sa mise alors que j'ai clos mon fonds et que j'ai dû rendre l'argent, j'ai dû vendre ma ligne à un fonds d'investissement un peu vautour qui s'appelle un fonds d'investissement en secondaire avec une méga décote, eh ben, j'ai peut-être pas gagné d'argent. Hein. Donc, c'est super important de comprendre ces problèmes de timing dans toute cette mécanique. Hein. Voilà. Alors, là, on a parlé de tous les fonds de private equity. Hein. Ça vaut pour Astorg, Apax, tous les grands fonds de la place, comme les fonds de venture. Bon, les fonds de venture, c'est évidemment les fonds qui vont investir dans les sociétés qui, comme les boîtes de biotech, qui en général ne gagnent pas d'argent, ne sont pas cash flow positives, etc. Mais il y a aussi un compartiment de fonds de private equity qui font ce qu'on appelle le growth capital, donc du capital développement, des sociétés qui en général sont profitables, mais ont besoin de se développer, faire un gros investissement, un rachat, typiquement des internationalisations de boîtes qui sont bien dans leur pays, etc. Ou alors les LBO, qui là sont en général des sociétés établies qui ont du cash flow. C'est comme d'acheter un appartement. Hein. Un LBO, ça crache du cash et du coup, on met de la dette comme quand vous achetez un appartement à titre financier, vous mettez de la dette. Ça, c'est des mondes qui n'ont absolument rien à voir. Hein. C'est pas les mêmes équipes qui font ça. Vous avez des fonds qui font à la fois ça et à la fois du venture, mais c'est pas du tout les mêmes équipes en général, à quelques exceptions près. Et c'est pas du tout le même mindset, c'est pas la même mentalité, c'est pas la même façon d'analyser les risques, etc. D'accord. Donc nous, on est dans le venture et le venture, en gros, donc c'est une sous-catégorie de tout ce private equity et c'est quoi 10-20%.
hein, donc de tout ça. Donc, c'est une petite enveloppe de tout ce qu'on appelle private equity. Et donc, déjà, une chose, parce que j'ai entendu ça, vous êtes un CEO, votre beau-frère vous dire c'est génial, tu sais quoi, je connais, je joue au golf avec le patron d'Apax à France, tu vas voir, il va investir dans ta boîte, ces types-là, ce sont des magiciens, etc. Euh, bon, lui, il saura vite, hein, le gars de partenaire, il va dire ouh là là, une boîte de biotech et tout ça, j'y connais rien. Donc, mais en gros, voilà, faites attention quand quelqu'un vous dit attendez, je m'y connais, ou quelqu'un qui a vendu sa boîte, qui est une boîte industrielle, qui a gagné de l'argent, il avait des fonds de private equity à bord, etc. C'est probablement des fonds de capital développement ou de voilà. Donc maintenant, quand vous allez voir un VC, hein, donc, mais ça, ils sont facilement identifiables, hein, les VC, les VC classiques, et moi, je vais me focaliser que sur les VC classiques. Hein. Ils vont regarder votre dossier et ils vont dire ah ouais tiens c'est un potentiel intéressant. Est-ce que ça peut me faire un bel oiseau? Lui c'est ce qui va l'intéresser, c'est de faire un bel oiseau. On va faire un petit peu je vais être un peu imagé là pendant 3 slides je crois, 4 slides, et après on va repasser aux choses sérieuses avec des chiffres. Donc il va dire mais ouais mais est-ce que ça peut me faire une boîte? Moi ce que je veux c'est une boîte qui a un produit qui va soigner des patients, etc., etc. Et en fait ce qu'il voit aujourd'hui c'est ça, il voit un œuf. Il voit un œuf. Et donc, son boulot, ça va vraiment de faire ça. C'est un tableau de Magritte, hein, c'est un peu imagé, mais c'est tout à fait ça. C'est qu'il va vous voir, vous, avec vos jeux de slides, vos quelques manips qui ont été faites au labo, et il va essayer de se dire maintenant, est-ce que ça va le faire? Est-ce que l'équipe va le faire? Est-ce que la technologie va le faire? Est-ce qu'il y a un marché? Est-ce qu'il y a un problème de prix? Est-ce qu'il y a de la concurrence, etc. Il va se poser plein de questions. D'accord? Et c'est vraiment ça qui va lui faire dire tiens, oui, c'est intéressant, je vais passer du temps sur ce dossier, ou au contraire, je ne vais pas passer de temps. Parce que la réalité, elle est comme ça. La réalité, c'est que sur tous les investissements que fait un fonds d'investissement, il y a beaucoup de casse. D'accord? Il y a beaucoup de ces œufs dont ils croyaient que ça pouvait donner un bel oiseau, qu'on fait un petit poussin qui est vite tombé malade, qui a eu froid, ou de la casse, quoi. Hein. Et d'ailleurs, il y a un truc, c'est un peu une anecdote, mais qui est connu dans le monde du venture, c'est qu'en général, dans un nouveau fonds, c'est le J-curve, ils appellent ça, où très souvent, les boîtes qui vont vraiment se développer, faire du return au fond, prennent du temps à mûrir et à se développer. Et par contre, les investissements qui étaient des grosses erreurs, on s'en rend compte assez vite. Hein. Et du coup, leur métier, c'est de ne pas investir. Hein. Même si vous, vous êtes dans dans cette logique, il investit sur vous, etc., et finalement, ça ne va pas le faire, eh ben, il ne participera pas autour du table suivant, même s'il a de la réserve. Même s'il a de la réserve. Donc voilà. Ensuite, bah, très souvent, il y a les investissements, ça fait des oiseaux corrects, mais pas forcément très jolis. Et puis, une fois de temps en temps, ça fait. Alors, dans le métier, ça s'appelle une paume. Ça s'appelle, je sais pas, un x2, un x3, avec éventuellement pas mal de temps et beaucoup de sueur et beaucoup de frayeur. Et puis ça, c'est un x10, un x15. Ça arrive très très rarement, mais et en général, ça prend du temps. Hein. Ça se fait pas en 2 ans. Hein. Donc voilà. Donc, du coup, quand vous allez interagir avec un partenaire et ses équipes, vous n'allez jamais savoir quand ils vous posent une question, est-ce qu'il faut les rassurer parce qu'ils ont peur que ça tourne en autre boudin, ou est-ce que non, ils se disent que ça ne va pas faire un bel oiseau. Hein, donc ça aussi, c'est un petit truc. Essayez de détecter quand ils vous posent une question, de bien comprendre pourquoi. Bon, maintenant, on va dérouler. Donc, toujours avec cette image de l'œuf et des oiseaux. Mais concrètement, et là, je vais faire simple hein, pour illustrer, parce qu'en plus, l'heure tourne. On a donc vous venez avec votre dossier, des belles manips au labo, quelques résultats animaux, et puis maintenant on prépare un tour de table, je sais pas, n'importe quoi, 10 millions pour faire une série, donc une série A, peu importe le nom, qui va permettre de préparer l'entrée en clinique. Puis là vous allez faire la phase 1, là vous allez faire la phase 2, là vous allez faire la phase 3. Et donc le VC, à chaque fois, l'investisseur, il va se poser la question.
aller jusqu'à cette étape-là, c'est quoi les risques? Quel est le risque qu'on se plante? Qu'est-ce que ça va donner? Combien il faudra lever au tour d'après? Est-ce que j'aurais vraiment créé de la valeur entre maintenant et le tour d'après? Est-ce qu'il y a une possibilité de sortie là, crédible? À ce tour-là, c'est toujours mieux. S'il y a une possibilité de crédit, ça permet aussi d'avoir un relationnel avec les acquéreurs stratégiques. Et puis ensuite, donc là, on va refaire un tour de table. Donc là, c'était 10. En général, ça va croissant hein, en biotech, malheureusement. Et même en medtech, hein, on se leurre souvent à penser que la medtech, on peut aller plus vite au marché, on peut avoir un marquage CE vite fait, mais après, il faut que ce soit un produit vendable qui prouve sa technique. Souvent, ça nécessite plus de temps. Et puis après, il y aura un tour de. Et là, pareil, quels sont les risques de cette phase? Est-ce que là, vraiment, on est sexy pour se faire acquérir par un gros, etc. Parce que les gros acquéreurs, il ne faut pas se leurrer, eux, ils préfèrent payer plus cher plus tard. Hein. Un Pfizer, enfin, toutes les big pharma, ils préfèrent acheter plus cher plus tard. Ils préfèrent payer 10 fois plus cher un truc dérisqué parce qu'ils savent que de toute façon, quand ils vont l'internaliser, ils vont faire n'importe quoi avec. Donc, ils seront intéressés à vous parler, mais est-ce qu'il y a vraiment une possibilité d'exit? Donc ça va faire partie de l'analyse de l'investisseur. D'accord? Donc, ils sont toujours en anticipation des phases d'après, etc. Hein. Alors, l'IPO là-dedans, j'ai rien mis, hein, parce que l'IPO, c'est pas, c'est un événement de financement, c'est pas une sortie, une IPO. D'accord? Parce qu'une IPO, c'est imprévisible. Parce que si vous vous dites non, là, je vais faire une IPO, si votre succès, si le plan de route dépend d'une IPO et pas d'un tour avec des VC, c'est méga risqué parce qu'il suffit qu'il y ait une crise grecque, qu'il y ait un virus, qu'il y ait une chose comme ça, et puis l'IPO, elle ne se fait pas. Hein. Donc, c'est très important hein, pour un investisseur de savoir quel est le niveau de risque et quel est le risque de refinancement à chacune des étapes. Hein. Bon, et puis les IPO, ça pose un certain nombre de problèmes, et là, ce n'est pas le but. Et en gros, le consensus, c'est que ça a du sens que sur le Nasdaq, hein, au moins au temps d'aujourd'hui. Et c'est compliqué de faire une IPO sur le Nasdaq. Ça coûte cher et il faut vraiment des gens qui savent le faire. Donc, voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail pour aller dans le temps, mais vous voyez, c'est pas une erreur. Hein, je n'ai pas fait un mauvais copier-coller, mais la qualité de l'équipe, c'est ce qui est le plus important, plus important, plus important. Hein. C'est vraiment clé. Parce que des dossiers sur lesquels finalement il y avait du risque technologique, mais il y avait les équipes qui étaient tellement habiles, tellement agiles qu'elles ont réussi à retomber sur leurs pattes, ou qui avaient même un produit qui finalement s'est avéré nul, mais ont réussi à en récupérer un autre dans les temps et assez vite et faire une sortie, etc., etc. Ils en ont vu. Par contre, des produits qui sont bien technologiquement, mais avec des équipes qui n'ont pas été suffisamment agiles, suffisamment rapides pour permettre de faire un return, permettre de faire tous ces refinancements, permettre de saisir une opportunité, de faire un deal avec une pharma, parce que ça, c'est pas forcément une sortie, ça peut être aussi faire un deal avec une pharma qui vous permet de faire un tour de table, etc., etc. Et ben ça, c'est la qualité du management qui va faire la différence. Donc voilà. Et notamment l'expérience, hein, parce que ce qu'on cherche, c'est des gens qui ont des cicatrices et qui ne vont pas refaire des erreurs bêtes que d'autres ont déjà fait avant. Donc voilà. Donc cette analyse, c'est ce qui va se passer lors de l'évaluation du dossier, qui va être une série de réunions frustrantes pour vous, mais qui va permettre à l'investisseur de se satisfaire que effectivement il comprend les risques, il comprend la trajectoire, il va affiner tout ça, et vous allez au cours de ces discussions affiner votre relationnel avec l'investisseur, ce qui est fondamental. Hein. C'est super important, hein. C'est vraiment partir à l'Everest, hein, monter l'Everest ensemble sans trop savoir ce qui va se passer, hein, d'avoir un investisseur avec vous. Et donc, c'est mieux de bien se connaître. Hein. Faut pas essayer de le rouler dans la farine, ça sert à rien. Parce que vous allez éventuellement faire un tour de table, mais après, ça va très mal se passer. Et donc voilà. Alors, quel investisseur vous allez attirer? Ben, mettez-vous à la place d'un investisseur, du nouvel investisseur. Déjà, il va vouloir savoir est-ce que vos actionnaires actuels participent ou participent pas. Si vous avez des investisseurs qui ont mis de l'argent. Ensuite, il y a des notions de leader et de follower. Hein. C'est que plus le tour de table est gros et plus en général, vous avez besoin d'avoir en gros un leader qui va vraiment fixer les termes, être un beau nom, qui va être une locomotive pour les autres. Et même s'il ne met pas un gros ticket, hein, même s'il met je sais pas, 30% d'investissement, mais qui va entraîner, avoir un effet d'entraînement sur un autre et sur un autre, etc. Et ça va faire prendre la mayonnaise.
La proximité avec l'investisseur, c'est clé. C'est un métier de confiance et de création de confiance entre vous et les investisseurs. Du coup, un investisseur américain, tout le monde en veut des investisseurs américains, mais l'investisseur américain, il va avoir du mal à venir investir en France. C'est très rare. Où il viendra parce qu'il a un de ses potes investisseurs français qui viendra dans le dossier. Hein, c'est comme si je vous demandais d'aller investir dans un appartement à Helsinki, sauf parce que vous connaissiez très bien la Finlande, c'est méga risqué. Vous ne parlez pas la langue, vous n'allez pas savoir si l'agent immobilier qui va vous vendre le truc, il va vous rouler dans la farine ou pas, etc. Vous n'allez pas être dans votre zone de confort. C'est exactement pareil dans un investissement comme ça. Même si on parle anglais, même si on a des gens en commun, etc. C'est très inconfortable pour un VC américain d'investir en France. Hein. Et puis, il ne faut pas se leurrer, on n'a pas encore eu tant de méga success stories en France d'un point de vue financier. Donc ne nous leurrons pas, c'est pas si facile que ça. Donc, si vous avez le choix, et là, je ne vais pas développer parce que là, c'est vraiment compliqué. Mais si vous avez le choix, ce qui est rare, on a rarement le choix parce qu'il y a très peu d'investisseurs capables d'investir dans votre dossier. En fait, il faut favoriser l'investisseur dont vous sentez qu'il va être le plus utile pour l'avenir, celui qui a la meilleure capacité de réinvestissement, parce que ça va dérisquer toute la suite des événements, et puis avec qui vous avez un bon fit, quoi. Avec qui vous avez un bon fit. Hein. Donc voilà. Bon, dans la typologie d'investisseurs, mais je vais pas. Oups. Je vais pas, mais vous voyez, il y a une espèce de proximité géographique, puis après il y a proximité par typologie, quoi. Hein. Il y a les investisseurs pure biotech, plus vous êtes early stage, plus vous adaptez, vous convenez à des investisseurs biotech de capital risque. Toutes les autres typologies, un business angel, vous pouvez avoir des business angels. Hein. Il y a des sociétés qui ne se financent que par des business angels, mais en général, ils n'ont pas la capacité de réinvestir après. Tant que ça, ils n'ont pas la capacité de rassurer d'autres investisseurs qui vont être intéressants pour la suite. Et donc, c'est méga risqué des business angels. Parce que, sauf si c'est un business angel qui connaît la musique, qui a investi lui-même dans des boîtes, qui a un énorme réseau auprès de VC américains, etc. Mais ça, c'est très atypique. Ça n'existe quasiment pas en France, par exemple. Donc voilà. Bon, les corporates VC, donc les fonds d'investissement, Novartis Venture, etc. Tous ces fonds-là, en fait, ils co-investissent souvent avec des VC. Ils participent à des syndications et ils sont plutôt suiveurs en général. Il y a des exceptions, mais ils sont plutôt suiveurs. Hein, donc en fait, c'est pas eux les leaders. Hein. La complexité, c'est de trouver vraiment le leader dans un tour de table qui va catalyser le show. Et ensuite, il y a le fit en fonction de la taille du ticket. Taille du ticket du tour de table et puis taille du ticket des tours à venir. Et ça, c'est super important de comprendre parce que un VC qui a un fonds de, je sais pas, de 200 millions, si vous levez 1 million, il ne va même pas regarder. Il va même pas regarder. Hein. Ça n'a aucun sens pour lui. Voilà. Là encore, il y a des exceptions, mais souvent pour des raisons, mais on ne va pas aller là-dedans. Bon alors, la valorisation, c'est le grand sujet. La valorisation, ça c'est des chiffres, tout le monde comprend. En plus, vous êtes tous des gens qui savent compter. En plus, c'est pas très compliqué parce que c'est de l'arithmétique de base. Donc voilà. Alors, les méthodes de valorisation qu'on utilise en capital développement, en LBO, elles sont, mais alors, complètement non appropriées. Donc, ne venez pas voir un fonds d'investissement en lui disant « j'ai fait faire par un des Big Four une net present value et le discounted cash flow de mon projet, on me dit qu'il vaut 1 milliard. » Donc, voilà. Ça, d'abord, en faisant ça, vous vous décrédibilisez auprès du VC. Il va dire « ah, ça pue le naïf là. Là, il n'a rien compris au business. » D'accord, donc vous décrédibilisez. Hein. Là, je suis un peu provocateur, mais c'est super important. Hein. Donc, c'est pas vous qui fixez la valorisation. Hein. La valorisation, vous allez voir comment elle va être fixée. La valorisation, en fait, vous le faites en déroulant ces étapes et en disant si je vends la boîte là, à quel prix je peux la vendre. Du coup, comment on va se partager l'argent entre nous. Si je le vends à ce stade-là ou à ce stade-là, j'aurais fait X tours de table, à quelle valorisation, quelle est la typologie d'investisseur qui va pouvoir participer, combien je vais mettre autour de table moi en tant que VC, etc. etc. Et du coup, c'est comme ça qu'on fait la valorisation.
Et après, ben, vous regardez des comparables, mais il faut regarder des vrais comparables. Vous prenez un comparable qui est la boîte aux États-Unis qui a levé 300 millions et vous dit regardez, elle a été achetée 2 milliards par Pfizer, et vous allez expliquer au VC que là, vous allez faire une sortie au bout de 10 millions d'euros, alors que vous connaissez personne dans les industriels et que vous êtes complètement béotien. Là aussi, il va dire j'ai peut-être pas envie d'aller monter l'Everest avec une personne à qui il va falloir que j'explique tout, quoi. Hein. Donc, voilà. Donc hein, je suis un petit peu provocateur, mais c'est pour vous faire comprendre un peu la psychologie de tout ça. Donc voilà. Donc on essaie d'estimer. Éventuellement, c'est un sujet de discussion même avec le fonds. Hein. C'est un sujet de discussion parce que ça permet de se comprendre, de comprendre un plan de route, de se mettre d'accord sur ce que pourrait être un scénario. Hein. Et ensuite, ben, le fonds, lui, il va vouloir du multiple. Hein. Alors vous allez dire, ouais, mais c'est très injuste, il va gagner X%, il n'a rien fait jusqu'à maintenant, etc. Mais le fonds, il a d'autres opportunités d'investissement. Voilà. Et malheureusement, il n'y a pas tant de fonds d'investissement. Donc tout ça, il y a la négociation derrière, et tout ça dépend aussi de combien vont mettre les actionnaires historiques. Hein. Parce que si les actionnaires historiques ils peuvent mettre 80% du tour de table, là, trouver quelqu'un qui va mettre 20% du tour de table, ça va être très facile. Hein, donc c'est là que vous comprenez que la valeur de ce tour, c'est pas important, c'est la valeur du tour d'après. Bon, donc tout ça, va y avoir une petite négo, et puis tout ça, ça va être une excellente façon de vous tester. Moi, je suis un fonds d'investissement, je suis un partenaire. Ça va me permettre de voir comment vous allez être le jour où vous allez vendre la boîte 1 milliard à Pfizer. D'accord? Je vais voir comment vous savez négocier. Hein, donc tout ça, ça va m'en apprendre énormément sur vous. Donc, je ne vais pas vous rendre la vie facile. Hein. Parce que je suis là pour savoir si vraiment ça vaut la peine ou pas. Et si vous êtes bon dans la négo, si vous êtes malin, si vous êtes, etc., eh ben on va trouver des trucs. Hein. On va trouver des trucs pour que vous allez me donner envie d'investir. D'accord. Ce ne sera pas irréaliste. Ce sera pas irréaliste. Il faudra que je fasse mon return. Il y a du risque de réinvestissement, de ceci, de cela, mais bon, peu importe. Et donc voilà. Et après, il y a l'histoire de préférence. Alors ça, c'est mes derniers slides. Je vais peut-être, vous me dites, Jacques Bernard, s'il faut que j'aille On plus peut y vite. aller. Allez-y, c'est Hein. passionnant. On J'ai va pas arrêter quelques comme slides ça. sur la valorisation. Sur la valorisation, donc là, c'est seulement maintenant que je vais vous mettre des chiffres. Oups, voilà. Donc, allez, on va dire qu'on a fait un investissement de 10 millions d'euros, une valorisation de 15 millions pré-monnaie, donc on est à 25 millions pré-monnaie. Donc ça, hein, un enfant du primaire, quasiment, il sait faire ça. Donc, la pré-monnaie, vous rajoutez l'argent levé, ça vous fait la valo poste. D'accord? Donc, ça fait 60 pour les fondateurs, 40 pour les fonds d'investissement. D'accord? Et puis, en fait, vous allez rajouter là-dessus quand même, parce que vous n'avez quand même pas toute l'équipe qui est capable de vendre la boîte très cher ou de développer ou de faire la phase clinique. Vous n'avez peut-être pas de chief medical officer, quelqu'un qui sait faire une étude clinique, puisque vous êtes à un stade très avancé. Donc, il va falloir des stock options, des BSPCE en France, pour incentiver des personnes clés qui n'étaient pas fondateurs et qu'on a besoin de faire venir. Donc, déjà ça, hein, et ça, il faut en prévoir plein. Aux États-Unis, vous voyez, par rapport à chez nous, ils ont tendance à prévoir beaucoup plus de ça, à avoir des valorisations qui sont quand même, on dit quelquefois qu'elles sont extraordinaires aux États-Unis, etc., mais elles ne sont pas si extraordinaires comme ça, parce qu'ils ont des conditions de préférence qui sont aussi beaucoup plus dures, hein, quelquefois. Donc, il faut se méfier. Et ça, on va le voir sur le slide d'après. Mais vous voyez que déjà, là, bah non, il a plus 60% le fonds. Il a 54% là. Hein. Donc, voilà. Alors maintenant, on va faire deux cas. Le premier cas qu'on a vu, les fondateurs ont 60%, et puis un cas où les fondateurs ont été super forts, ils ont tordu le bras à l'investisseur et ils ont réussi à obtenir 71% du capital. Donc là, ce sont les rois du pétrole. Eh bien, ça dépend. Parce que là, j'ai pris un exemple un peu extrême, mais où là, au lieu de faire une action avec des preferred participating qui sont seulement une fois la mise avec un dividende de 8%, eh ben, je vais vous faire une preferred participative. Donc, ne cherchez pas à comprendre, hein, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut vous faire accompagner de gens qui comprennent. Un bon avocat qui sait faire du capital risque, hein, pas un avocat qui sait faire des LBO, mais un bon avocat qui sait faire du capital risque, il comprend la mécanique au moins. Et ça, c'est le minimum qu'il faut que vous ayez pour vous accompagner. En gros, une preferred participating 2 fois la mise, ça veut dire, eh ben, les investisseurs qui ont mis 10 millions, ils récupèrent 2 fois la mise et puis après, on est au prorata.
D'accord? Et donc là, avec des prix de sortie à 50, 75 et 100 millions, vous voyez que vous êtes mieux si vous êtes avec une valeur plus basse, mais avec des actions ordinaires. Donc en gros, tout ça, je fais très simple, mais le but, c'est pas de savoir ce qui est mieux, ce qui est pas mieux, hein, parce que ça, c'est un cas un peu extrême hein, des participating 2 fois la mise. Enfin, ça s'est vu, hein, jusqu'à des 3 fois la mise, hein, quelquefois. Hein. Mais ça désaligne complètement les intérêts, déjà. Et voilà, parce que en fait, c'est équivalent à partir de prix de sortie très élevés. Hein. Donc là aussi, encore un slide, c'est que c'est les mêmes cas là, mais à combien il faut vendre la boîte pour que l'investisseur puisse faire 3 fois sa mise, hein, et 3 fois sa mise, c'est pas le bel oiseau. Hein, il faut le vendre là 75 millions, là, il faut le vendre 115 millions. Donc, quand vous faites des montages comme ça, vous vous mettez une pression énorme, vous en tant que dirigeant. Et vous allez avoir la pression, du coup, des actionnaires financiers, parce que vous leur avez dit, bah, moi, je vous promets la lune. Voilà, et ça désaligne les intérêts. Donc voilà, donc là, c'est simplement pour vous mettre en garde sur toutes ces histoires de valorisation. Faut pas trop s'affoler. Hein. Et donc là, je crois que c'est le dernier, quasi dernier slide. Donc les conditions à chaque tour de table, en fait, elles sont pas fixées pour le tour de table, le deuxième tour de table, par les investisseurs du premier tour de table. Elles sont fixées par un nouveau. Parce que c'est lui qui va fixer les conditions et qui va en gros, parce qu'il y a des conflits d'intérêts sinon potentiellement, et puis à chaque fois on a besoin de plus d'argent, donc on a besoin d'élargir le tour de table. Et donc c'est ce nouvel investisseur qui va être important. Donc en fait, l'investisseur que vous avez fait venir ici, il a des intérêts alignés avec vous à ce que la valorisation soit mieux, mais raisonnable. Et donc si votre investisseur du premier tour parce que effectivement, il va remettre un peu d'argent, mais globalement, il est neutre. Lui, ce qu'il veut, c'est le développement de la boîte. Hein. Une fois qu'il est dedans, ce qu'il veut, c'est que la boîte se développe. Et même si marginalement, il a pas des intérêts parfaitement alignés avec vous, en pratique, honnêtement, il a envie que ça marche. Et quand il vous dit de ne pas faire ça, écoutez-le. Ou discutez-en. Challengez-le intelligemment et discutez-en. Hein. Mais donc, les valorisations sont influencées par le pouvoir relatif entre les anciens et puis les nouveaux. Hein. Et donc, plus les anciens ont des capacités de réinvestissement, plus ce sera facile de faire un tour de table et plus ce sera facile d'avoir une valorisation qui sera élevée, toutes choses étant égales par ailleurs. Ou des conditions qui seront pas trop compliquées. Donc voilà. Hein, et donc ce qui compte, c'est le pouvoir dans les sociétés hein, entre vous, les dirigeants et les investisseurs. C'est vraiment qui a de la capacité de réinvestissement. Hein, donc si vous avez choisir une allégeance, malheureusement, c'est plutôt à ceux qui ont de l'argent parce que c'est eux qui vont décider s'ils remettent ou s'ils remettent pas, s'ils participent à un nouveau tour de table, un changement de stratégie, etc. Et ma conclusion, il y a plusieurs façons de le faire, hein, mais il faut comprendre l'investissement des VC. C'est peut-être pas ce qu'il vous faut. Vous avez peut-être d'autres avenues à explorer avec des corporates, faire un partenariat très en amont, sacrifier un produit pour en développer un autre en faisant un partenariat très early stage avec une pharma, si vous le pouvez, et puis garder un autre produit. Mais quand vous allez voir les VC, il faut comprendre, faut comprendre le jeu, quoi, parce que c'est sérieux, quoi. Eux, ils doivent des comptes à leurs investisseurs. Hein. Donc eux, ils sont comme vous, hein, en fait. Ils lèvent de l'argent, etc. Ce qui compte, c'est vraiment de créer la confiance. Et donc, moi, je vous engage vraiment dans le premier meeting, dans le deuxième meeting, dans le troisième meeting. Et puis, une fois que l'investissement est fait, il y a des mauvaises nouvelles, eh ben, dites-le. Dites-le, trouvez les solutions. Alors, c'est toujours mieux quand vous avez une mauvaise nouvelle d'avoir un peu réfléchi aux solutions quand même. Voilà. Et la valorisation de ce tour, c'est vraiment pas le problème, honnêtement. Le problème, c'est de trouver le meilleur attelage possible pour la suite. Hein. Donc, voilà, j'en suis là et je vais peut-être retirer mes slides. Bien, parfait. Je suppose qu'on va avoir beaucoup de questions. Il est 19h44, mais on va se laisser quand même un tout petit peu de temps si vous en êtes d'accord. Avant coup, j'aimerais savoir quels sont, du côté des VC justement, comment est-ce qu'ils innovent pour eux-mêmes? Est-ce qu'ils créent de l'innovation ou pas? Ah, ils nomment eux-mêmes dans leur process et dans leur Oui, façon de travailler. absolument. Bah oui, non, mais en fait, ils apprennent de leurs erreurs. Ils apprennent de tous les trucs qui n'ont pas marché.
à la limite, les trucs qui ont marché, ils apprennent évidemment un petit peu, mais, et puis ils se créent un réseau positif. Parce que je peux vous dire que l'investisseur américain qu'ils ont fait investir dans le dernier tour de table du Bel Oiseau, là, l'investisseur américain, il a envie de regarder tous les dossiers du venture français qui a fait les premiers tours de table et qui leur a présenté ce futur Bel Oiseau. Hein, donc déjà, donc il y a ça. Comment ils innovent? Ils innovent par différents moyens. Ils ont chacun leur truc. Certains fonds d'investissement font des espèces de clubs de CEO. Ils font partager leurs CEO ensemble. Ils changent un peu la formule. Ils essaient de faire investir des fonds corporate, de créer des liens avec des corporate. Ils essaient de. Bon, c'est comme ça pour aider leur boîte, quoi, hein, qui ont l'innovation. Ils font venir des venture partners, qui sont souvent des gens qui ont été eux-mêmes CEO, qui ont vendu leur boîte ou qui sont plus dans une boîte, qui sont disponibles, qui les aident à analyser les dossiers, à aider les boîtes du portefeuille. Eux, ils sont pas partenaires comme les autres, hein, ce qu'on appelle les venture partners. Ils sont pas, je dirais, attachés au fond de la même façon sur le long terme, mais ils sont là pour éventuellement sauter sur une prochaine boîte ou aider une des boîtes du portefeuille. Voilà, c'est comme ça. Alors après, vous avez des typologies de fonds qui sont toutes nouvelles, qui innovent. Vous avez par exemple Fund Plus là, qui est dans la salle. Philippe, je suis désolé pour tous les autres fonds que je ne vois pas là, s'ils sont dans la salle ou pas. Ils vont être furieux Ils y que je ne les sont. cite pas. Mais Philippe, il est en numéro 3 là, sur les vidéos. Philippe Montaigne. Fund Plus, c'est un fonds très atypique parce qu'eux, ils sont evergreen. Donc eux, ils ne sont pas limités par 10 ans. Du coup, ils peuvent avoir un comportement très différent. Parce que eux, ils sont pas maladifs à se dire ouh là là, si j'ai pas vendu cette participation, tant qu'elle se développe, eux, ils sont contents. Donc ils vont pas pousser à par exemple faire une sortie, même un petit peu trop tôt, s'il le faut. Donc vous avez donc des fonds comme ça. Et puis après, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme, je sais pas. Il y en a d'autres, hein, Bien. mais. Je- il est temps Non, de mais ils se laisser. remettent en question. Ils se remettent en question. Hein. C'est des gens qui Ouais. se remettent en question. Hein. Ils doutent plus qu'ils ne vous le laissent paraître. Hein, mais quand vous les connaissez un peu, ils savent qu'ils ont fait des conneries. Ils savent qu'il y a plein de virages qu'ils ont loupés, choses comme ça. Mais ils apprennent de leurs erreurs. Hein. Parfait. Merci pour cette première réponse. Maintenant, la parole est à la salle. Je crois que Pauline Rambaud a une question. Pauline, est-ce que vous voulez la poser directement? Le micro n'étant pas Pauline là, est je vais en la poser mute. à la place de Pardon, Pauline. Ah, c'est ça y bon. est, pardon, Ça y merci est. Jacques Bernard. Bonsoir. Oui, je voulais savoir, vous avez beaucoup insisté sur l'importance de la qualité du management dans ces projets d'investissement. Ouais. Est-ce que vous-même, vous évaluez la qualité managériale d'une équipe et comment vous aidez les biotech à présenter cette qualité managériale comme un vrai atout aux yeux des investisseurs? Euh, Merci. ouais. Alors moi, j'ai plein de dossiers sur lesquels j'ai dit non, parce que j'ai considéré que c'était des super dossiers, super techno, beau potentiel, etc., mais que le management n'allait pas être adapté à des fonds d'investissement, pour tout un tas de raisons. Et donc, moi, je ne prends pas ces dossiers-là. Et c'est pour ça que je regarde 20 dossiers pour en prendre un. Et puis après, après, ça peut être une question simplement de relation entre moi et la personne, etc. Et je ne le sens pas, à ce moment-là, je n'y vais pas. Mais c'est pareil avec un fonds d'investissement. Hein. Un fonds d'investissement qui se sent pas à l'aise avec la personne, etc., il ne va pas y aller. Hein. Mais donc, comment on le fait? C'est des relations humaines. Hein. Donc, c'est un gros pif et pas mal d'expérience et de gaffes et d'erreurs et d'apprentissage. Et, et après, ce qui est important, c'est aussi d'avoir des gens dont on se dit très souvent, très rapidement, on va essayer de juger, est-ce que vous avez été capable de mettre des gens autour de vous? Parce que c'est ça qui va être important. Parce qu'entre le premier tour de table et le deuxième tour de table, vous allez avoir une boîte qui fait 2-3 personnes, jusqu'à une boîte qui va faire peut-être 40 personnes, 50 personnes, ou au contraire, une boîte qui aura peut-être pas grand monde, mais plein de sous-traitants, mais donc des gens hyper expérimentés. Enfin bref, chaque développement est possible, peut être adapté, mais il va falloir évaluer ça, quoi. Donc, il n'y a pas de recette miracle. Hein. Il y a pas, malheureusement. Malheureusement. Qui souhaite poser une question? On se laisse un tout petit peu de temps pour en poser plusieurs. Bonsoir, c'est Zakia. Bonsoir, Zakia. Bonsoir, Jacques. Merci, hein, et merci beaucoup pour cette présentation et merci pour votre générosité. Parce que franchement, moi, personnellement, je me suis régalée avec votre présentation. Merci. Hein.
Et moi, j'ai fait ma curieuse, j'étais sur votre site et il est mis en fait que vous pouvez apporter de la liquidité ou du cash sans pour autant y ait de dilution, mais dans quel contexte? Est-ce Ah que ouais, c'est mais ça, c'est avec mes petits camarades, mes associés belges. d'accord? Je suis associé avec 3 Belges, mais c'est dans des sociétés qui font du chiffre d'affaires qui ne sont pas du tout dans la même typologie des sociétés pour lesquelles je lève des fonds. Donc, D'accord. Alors juste, désolé. non, il n'y a pas de souci. Et je voulais, pourquoi vous avez insisté, vous dites qu'un Américain ne viendra jamais en France. Vous avez évoqué l'histoire de, il faut avoir un certain fit avec son investisseur. Je suis tout à fait d'accord avec vous parce que je l'ai déjà vécu où c'est moi qui ai refusé qu'un investisseur rentre parce que je ne le sentais pas. Et je pense que la réciproque peut être vraie. Bien sûr, hein. Il y a le côté culturel, mais aussi, est-ce qu'il y a aussi peut-être le côté indépendamment de culture, notre façon aussi de gérer que la gestion, moi je trouve qu'en France on est trop ralenti. Moi je suis une double expatriée, hein. Je suis une belgo-algérienne qui vit en France. Déjà on voit qu'il y a déjà entre pays européens une différence de mentalité. Est-ce que c'est ça, indépendamment de la culture, est-ce que c'est notre vitesse de réagir qui les rend, qui les freine? Non, mais la France est évidemment, on est un cliché, hein. Enfin bon, moi j'ai vécu pas mal à l'étranger, aux États-Unis, en Belgique aussi d'ailleurs, aux Pays-Bas, etc. Mais la France, évidemment, c'est vu comme un pays un peu trop cartésien, un peu trop logique, un peu trop ceci, un peu trop cela. Donc ça fout la trouille à des Américains, évidemment. Ça fout la trouille à des Américains. Plus que la Belgique, certainement. Plus que la Belgique, plus que les Pays-Bas, plus que des pays comme ça. Les pays du Nord, en gros, on est un peu latin, quoi, hein. Ils vont encore moins en Italie, hein, et en Espagne, hein, rassurez-vous. Donc, nous, on est un peu intermédiaire, quoi. Non, c'est pas une critique, loin de là. Est-ce que c'est le Ouais, sentiment qu'on prend, c'est pas la capacité, mais la crainte de devoir prendre des risques. Aussi bien, d'ailleurs, on le voit ici, hein, que ce soit les investisseurs où on a peur d'aller parce que c'est pas parce que c'est trop grand, on a peur du refus, on a peur. peut-être, je sais pas. Pourquoi, Hmm. lorsque des biotech françaises partent aux États-Unis, ça marche super bien et est-ce que c'est parce que l'investisseur américain se sent très bien chez lui? Il y a Non, peut-être mais ça. l'investisseur américain, il faut se mettre à sa place. Il a plein d'opportunités là-bas, D'accord. avec ses potes, avec qui qui connaît, il connaît les gens. C'est plus facile de vérifier. C'est plus facile de vérifier. Moi, si on me demandait d'investir en Allemagne, je parle pas allemand, j'ai pas les codes. J'ai travaillé pourtant en Allemagne, hein, quand j'étais chez Baxter, mais c'est moins facile, quoi. C'est juste moins facile de savoir est-ce que le type, vraiment, ça va le faire, ça va pas le faire, quelle relation il a, par exemple, avec le labo académique avec qui il a monté sa boîte, etc. Je vais plus facilement faire des erreurs de jugement quel que soit le dynamisme, la capacité risk-taking, disons, de gens. Donc, il n'y a pas de fatalité, hein. Il n'y a pas de fatalité, hein. Il y a des gens en France qui savent prendre des risques, hein. D'accord, merci. Merci, Zakia. Qui a une autre question? J'aurais une question sur la valorisation. Romain Cadperet. Romain Cadperet, oui, d'accord. Des corporates de système, tout ça. Vous dites que, en gros, il n'y a pas de, on va dire, de DCF ou de RNPV ou ce genre de Non, choses appliquées. Je suis un petit peu étonné, évidemment, je ne sais pas, mais parce que quand on voit, alors c'est un peu différent, mais vous avez des boîtes cotées parfois, vous avez des notes de broker et elles sont valorisées via des RNPV, même des sum of the parts, de différents actifs, différents. Alors en l'occurrence, je pensais, on y pense plutôt pour des biotech, on va dire, en thérapeutique, mais même j'ai même vu ça pour du diag. Donc je voulais savoir ce que vous en pensiez, parce que non, non, mais à un moment donné, ouais, pour les boîtes cotées, c'est la seule méthode qu'ils peuvent utiliser les analystes financiers. Donc, c'est ce qu'ils utilisent. Ils font, puis après, ils font à leur sauce, ils mettent des taux de risque, ils font les sum of the parts, ils mettent des taux de risque de dire cette boîte, elle est en phase 1, c'est 10% pour tel projet, en phase 2, on va être 10%, etc. Ils font leur tambouille et puis ils y arrivent. Mais vous remarquez, et là, je suis un petit peu cynique, mais vous remarquez que pour la même boîte qui valait 80 € par action, ils avaient un rationnel et ils disaient que ça allait valoir 100. Et puis quand cette même boîte, elle vaut maintenant 20 € par action parce qu'il y a eu un petit accident de parcours, il y a eu ceci, cela, ils vont vous dire ah bah oui, elle vaut 25 avec une logique implacable à chaque fois. Donc, vous savez, les DCF, on leur fait faire ce qu'on veut, hein. Moi, ça fait maintenant. je veux très bien, je ne conteste pas ça, c'était Ouais, juste pour mais dire. le DCF n'est pas très approprié. Là où le DCF est important, c'est que quand je vais évaluer combien une pharma va acheter ce projet,
Évidemment, ça va dépendre du marché potentiel, ça va dépendre du risque de pricing, est-ce qu'il y a, combien il y a de patients, quel va être le prix en Europe, aux États-Unis, ça va être très différent, etc. Donc, c'est ça qui va influencer. Quelle est la marge sur le produit, selon que c'est un produit biologique, un produit, une petite molécule, un produit de thérapie cellulaire, les marges ne sont pas les mêmes. Hein. Et Merci. La question, c'est en gros, voilà. Oui. juste, est-ce que ça peut servir quand même d'arriver en ayant fait cet exercice tout en sachant que, évidemment, tout peut être mis en cause, mais pour au moins avoir un rationnel sous-jacent Non, mais c'est pas vous qui fixez la valo, c'est le fonds qui fixe la valo. C'est le fonds leader qui va vous dire, je vous propose une term sheet, donc une lettre d'intention, avec des termes suivants. Hein. Après, ce que je vous engage à faire, après, parce qu'il y a beaucoup d'incompréhension sur la valeur pré-monnaie, post-monnaie, diluée, non diluée, diluée du nouveau plan de stock option, de l'ancien, du machin. Donc, c'est comme le bonto, là, vous savez, les types qui jouent avec les 3 verres, là. Donc, vous allez vous prendre les pieds dans le tapis. Donc, le mieux, c'est de prendre la table de capitalisation et vous raisonnez en prix par action. Et puis après, vous faites la table de capitalisation après l'investissement, et puis comme ça, vous comptez. C'est comme ça. Mais c'est le fonds d'investissement qui vous fera la proposition. Quand il sera mûr, discutez-en avec lui. Quand est-ce qu'il sera prêt à commencer à évoquer les termes? Et vous verrez s'il est leader d'ailleurs. Parce qu'un fonds qui va vous dire, bah, attendez, trouvez-en un autre qui va fixer les conditions et moi je viendrai après, bah, par définition, ce ne sera pas un leader. Hein. Voilà. C'est comme ça que ça se fait. Merci Romain pour cette question. Je crois que Philippe Montaigne a quelques commentaires à faire en tant que ici. Philippe, j'active votre micro. Voilà, c'est bon. Voilà. Oui, puisque, merci. Enfin, en effet, puisqu'Alain a plusieurs fois fait référence à Fund Plus. Bon, c'est vrai qu'on est un peu à part, mais vous allez en voir de plus en plus des fonds evergreen et ce qu'on appelle des impact funds. Il y en a déjà, ça commence de plus en plus, surtout en Angleterre notamment. Ce que je voulais rebondir sur 2-3 petits points. Sur l'innovation, je suis évidemment complètement d'accord, je suis d'accord avec tout ce qu'Alain a dit, hein, il n'y a aucun problème, mais sur l'innovation, c'est comme il a dit, hein, c'est beaucoup de ce que j'appellerais de l'educated guess, notre métier. Hein. Donc, on fait des paris, mais des paris qu'on essaye d'être intelligent, qu'on espère intelligents. Et du coup, ça repose beaucoup sur notre expérience, sur notre réseau. Et donc, pour nous, on innove aussi à travers le réseau des gens qui peuvent nous conseiller, en particulier sur la science. Et par exemple, chez Fund Plus, ce qu'on a mis en place, et d'autres font l'équivalent, nous, on a ce qu'on appelle un Scientific Guidance Committee, et une fois par an, on fait un mini symposium interne avec les meilleurs experts au monde sur un domaine. Donc, c'est quelque chose qu'on s'offre, qui coûte assez cher, mais une fois par an, on fait venir quelques experts d'Europe, des États-Unis ou d'ailleurs pour traiter d'un sujet important. On l'a fait nous-mêmes sur l'immuno-onco, sur le microbiome, sur la thérapie génique. Voilà. Et ça, c'est aussi notre façon d'innover. C'est important qu'on suive la science et qu'on identifie ce qui est intéressant à ce niveau-là. Sur les investisseurs américains, je suis aussi tout à fait d'accord. Et ce que je dirais aussi, c'est penser aux investisseurs chinois en ce moment. C'est très important. Les Chinois ont beaucoup d'argent, ils sont bloqués ou en tout cas ils ne veulent plus aller aux États-Unis pour des raisons évidentes que vous pouvez imaginer. Ils sont très intéressés par l'Europe. L'Europe n'est pas chère et quand je dis les Chinois, c'est vrai pour d'autres aussi. J'étais en ligne tout à l'heure en vidéoconférence avec des investisseurs de Singapour, pareil. Ils sont très intéressés par l'Europe. C'est de la belle innovation, on n'est pas cher par rapport aux États-Unis, donc ça c'est très intéressant. Sur la pre-money valuation, Alain a 100 fois raison. Hein. Il vaut mieux gagner à la fin que gagner au début. C'est un métier où, en tout cas en tant que fondateur, il faut gagner beaucoup à la fin et pas vouloir gagner au départ. Et le piège, c'est que souvent, on commence par des investissements, quand on est à la tête d'une biotech, on commence avec des business angels et les business angels n'ont pas cette perception. Et donc, eux, ils vont vouloir qu'après le tour seed, quand on arrive en série A avec des investisseurs type VC, ils vont vouloir voir un beau premium. Parce que pour eux, c'est une reconnaissance du travail qui a été accompli. Et en fait, il faut beaucoup d'éducation et il faut beaucoup de travail avec les business angels qui ont pu investir au départ pour leur expliquer que non, eux aussi, comme les fondateurs, ils gagneront plus s'ils font un bon deal avec des bons investisseurs, avec des bons VC
et que tout ça va amener à quelque chose de beaucoup plus important. Et enfin, un dernier petit commentaire, parce que je ne veux pas monopoliser la parole plus longtemps, c'est l'impact du Covid. Il y a quelqu'un qui demande ça dans les chats sur les investisseurs. Alors, il y a ce qu'on observe, mais c'est vraiment là, on avance, on apprend au fur et à mesure qu'on avance dans cette situation. Ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a des investisseurs qui sont impactés, beaucoup, et en particulier les investisseurs qui traditionnellement doivent faire appel, doivent appeler les fonds pour pouvoir investir dans une nouvelle société. Et en ce moment, c'est un peu difficile d'appeler des fonds auprès de LP, même s'ils se sont engagés, ils vont demander quand même à un peu reculer, à postposer les investissements parce que eux-mêmes, ils viennent de se prendre une perte de 20-30% en bourse. Donc, voilà, ils ne sont pas très à l'aise. À côté de ça, il y a d'autres fonds qui sont beaucoup plus confortables et par chance, j'en fais partie, où notre argent est en banque. Et alors, donc nous, on n'appelle pas, on ne doit pas appeler avant longtemps. En tout cas, on a de la réserve pour faire encore pas mal d'investissements et de soutien à notre société du portefeuille. Et nous-mêmes, on a été heureusement prudents sur l'argent, parce que notre métier, ce n'est pas de placer de l'argent en banque, donc l'argent a été placé de façon très conservatrice. Donc on a été extrêmement peu impacté au niveau financier. Et on fait partie de cette catégorie. Donc il y a vraiment deux catégories aujourd'hui. Il y a une autre catégorie à laquelle on appartient, qui sont peu impactés et qui sont dans une situation confortable pour continuer à faire des investissements et à aider les sociétés à progresser. Voilà, Merci, donc Philippe. la solidité des investisseurs dans le futur, c'est très important. Bien, on va prendre juste cette dernière question parce qu'il est 20h02. Donc, c'est de Guy Rigaud qui demande Alain, est-ce que tu considères que Euronext n'est plus une solution dans le process de financement? Oh ben, faut jamais dire plus, hein. Mais c'est compliqué parce que on a du mal aussi pour des raisons réglementaires, bref, sans rentrer dans le détail, c'est un peu plus compliqué quand même. C'est presque plus compliqué d'attirer un investisseur américain sur un dossier Euronext que d'aller faire directement un Nasdaq après, quoi. Parce qu'il y a des règles, les règles pour faire une augmentation de capital une fois que vous êtes coté, par exemple, les règles en France et la façon dont ça se fait, c'est un petit peu différent de la façon dont ça se fait aux États-Unis. Du coup, c'est atypique pour eux. Du coup, ils ne sont pas très à l'aise. Donc, les boîtes qui ont une double cotation, par exemple, parce que eux, c'est pareil, c'est une question un peu de facilité. Vous avez des fonds d'investissement qui ne sont pas ultra spécialisés sur le Nasdaq, hein, mais qui sont les fonds généralistes, qu'on appelle les fonds généralistes aux États-Unis, qui ne sont pas les fonds spécialisés biotech. C'est eux aussi qui créent la liquidité quand les sociétés valent 1, 2, 3, 4 milliards. Et ben, ces fonds-là, si c'est une boîte qui est avec une double cotation, ce sera compliqué. Donc, ça veut dire que vous n'avez pas accès à cette liquidité quand vous êtes coté sur Euronext. Donc, c'est un peu plus compliqué. Voilà. Bien, merci. Allez, la dernière, c'est Anne-Sophie Gouzy qui la pose. Comment est-ce qu'on identifie les nouveaux fonds? Et j'aurais tendance aussi à dire, est-ce que la crise va générer la création de fonds dont on n'avait aucune, qu'on ne pouvait pas identifier parce qu'ils vont venir d'autres branches? D'autres branches, je ne sais pas. Je pense que ça va. En France, d'abord, on est quand même pas mal lotis en France. Il ne faut pas se flageller. Hein. On est mieux lotis que dans beaucoup d'autres pays. Hein. On est mieux lotis qu'en Allemagne, beaucoup mieux lotis qu'en Allemagne, etc. Mais oui, j'espère qu'on va le faire. Alors après, mais c'est pas si évident que ça. Sur les investissements classiques biotech qui viendraient compléter les Sofinnova, Andera, Kurma, enfin tous ces fonds qui sont maintenant bien établis, qui co-investissent avec des étrangers, qui rassurent des étrangers quand ils viennent, etc. Je ne suis pas si sûr. D'accord. Et la question d'Anne-Sophie, pour lui répondre, comment est-ce qu'on identifie les nouveaux fonds? Et c'est la dernière. Les nouveaux fonds, alors… Juste créer, ceux qui viennent de se créer. Comment est-ce qu'on en général, ils se font connaître quand même. Ouais. Ils se font connaître quand même. Il n'y en a pas 150 000. Hein. Il y en a un que vous avez invité, Jacques Bernard, c'est Jaito. À ma connaissance, c'est le dernier, le dernier venu. Mais il y a eu Advent, France, il y a eu etc. Mais en général, ils se font connaître. Vous vous abonnez à Biotech Finance et vous les avez. Hein.
déjà. Il ne m'a pas payé pour ça, hein, je précise. Merci, merci beaucoup en tout cas à tous d'être venus et d'avoir assisté à cette conférence. Encore une fois, je crois qu'on a appris beaucoup de choses là ce soir. Ça a été vraiment très dense. J'espère qu'on aura l'occasion d'accueillir de nouveau Alain Lostis. Philippe Montaigne, je retiens que vous êtes très punchy et que vous allez participer dans une prochaine conférence avec nous. En tout cas, à très bientôt. Demain, nous avons DNA Script, une bibliothèque qui est dans l'ADN synthétique. Et après-demain, Bernard Gilly pour GenSight. Mais Bernard Gilly a aussi une fonction, il a un petit fonds Ibionext qui avance, avec lequel il passe un peu d'argent. Voilà, ce sont les deux conférences de demain. Merci encore d'avoir assisté avec nous à cette conférence Biotech Finance et en partenariat avec France Biotech, et à très bientôt. J'espère que ça vous a plu. Merci, au revoir. Merci, au revoir.